Bonjour sur Chameau Télé aujourd'hui. Nous allons aller du côté, comme on le voit dans le titre, Notes sur Paris, de M. Frédéric Thomas Grindorge, docteur en philosophie de l'Université d'Iéna, principal associé commanditaire de la maison Grindorge et compagnie, huiles et ports salés à Cincinnati, États-Unis d'Amérique. Recueilli et publié par Hippolyte Taine, son exécuteur testamentaire, ici dans la version 23e édition, mais c'est avant 1900, c'est aux alentours de 1900. Je n'ai pas regardé la date, mais normalement c'est libre de droit, parce que Taine, Hippolyte Taine est libre de droit. Préface. Les devoirs d'exécuteur testamentaires sont fort délicats à remplir, et ce n'est pas sans peine que j'ai pu enfin, conformément aux intentions de M. Grindorge, revoir, compléter et publier ces notes. La famille faisait des difficultés et les manuscrits originaux sont presque illisibles. M. Grindorge avait une longue écriture anglaise, confuse, compliquée, d'abréviations commerciales et en outre étriquée par l'usage des caractères allemands. Préface page 6. J'en suis venu à bout à force de temps, mais je regrette de n'avoir pu faire davantage. M. Marcelin, qui l'honorait comme moi de son amitié, avait voulu aussi élever un monument à sa mémoire. Il avait fait exécuter par un photographe en renom plusieurs vues des appartements du défunt. Grâce à divers portraits, il avait recueilli les principaux aspects de la personne et des costumes de M. Grindorge. Il y avait ajouté ceux de son secrétaire, de son neveu et d'autres personnes dont il est parlé dans le volume. Sa sollicitude intelligente n'avait reculé devant aucun objet singulier, pas même devant la grande carapace de crocodile empaillée qui ornait le boudoir, pas même devant le visage de Sam, le valet qui, dans l'antichambre, montrait ses éternelles dents blanches. En outre, recueillant ses souvenirs, il avait songé à illustrer de dessins les petits événements de salon, de théâtre et de voyage racontés par M. Grindorge. Je résume le quand je fais c'est lorsqu'un mot est dévalorisant pour une personne. Il était peut-être valable à l'époque en 1900, ce n'est plus valable pour moi, en tout cas pour 2022. Donc lorsqu'un mot me choque, eh bien je ne le dis pas. Donc tu pourras le trouver sans doute en ligne. Donc je te laisse faire ta... D'ailleurs je vais le rayer pour ne pas oublier de le... Voilà, je le raye, j'en veux pas. Je le raye totalement. Donc le valet qui, dans l'antichambre, montrait ses éternelles dents blanches. En outre, recueillant ses souvenirs, il avait songé à illustrer de dessins les petits événements de salon, de théâtre et voyages racontés par M. Grindorge. D'autres occupations le retiennent. J'espère que un jour il sera plus libre, page 7 de la préface. En attendant, le lecteur regrettera que dans ce dernier office, son crayon n'ait pas suppléé à l'insuffisance de ma main. J'ai passé souvent la soirée avec M. Grindorge et je me suis toujours plu à sa conversation. C'est le cas au groupe qui est dirigé actuellement en 2022 par un certain M. Grindorge. Peut-être petit cousin, petit cousin, voilà. Son érudition était ordinaire, mais il avait voyagé et son esprit était bien approvisionné de faits. D'ailleurs, il n'était ni pédant ni prude, et le café qu'on buvait chez lui était exquis.
Ce que j'aimais surtout en lui, c'était son goût pour les idées générales. Il y arrivait naturellement, et peut-être le lecteur parisien jugera qu'il y inclinait trop. Je ne sais s'il était goûté dans le monde, le flegme américain l'avait trop cuirassé, et l'habitude des affaires l'avait rendu trop tranchant. C'était un homme grand, maigre, qui parlait sans geste et d'un visage tout uni, non par manque d'imagination ou d'émotion, mais par habitude de se contenir et horreur de s'étaler. Il n'est pas comme moi je parle par geste, mais non, pas lui. Sa conversation n'avait rien de littéraire, sauf l'ironie froide. Cependant, comme il aimait la lecture, page 8, et qu'il avait eu l'éducation classique, il pouvait et savait écrire à peu près comme tout le monde. D'ordinaire, il se tenait debout, le dos contre sa cheminée, et laissait tomber ses phrases une à une, sans la moindre inflexion de voix. Ces phrases elles-mêmes n'étaient que des statements of facts. Je le dis en anglais, statements of facts. Fort terne et fort précis. Au premier moment, elles ne faisaient point d'effet, mais une heure après, on avait oublié leur nudité et leur monotonie pour ne sentir que leur plénitude et leur justesse. Visiblement, il ne parlait que pour remplir un devoir de société. Son plus grand plaisir était d'entendre causer les autres. Nous n'avions que très peu d'idées communes, mais notre méthode de raisonnement était la même. Cela suffit pour rendre la discussion agréable. D'ailleurs, il souffrait la contradiction et se livrait volontiers à la critique, jusqu'à la pratiquer de ses propres mains sur lui-même, démontant les rouages intérieurs de son esprit et de son caractère pour expliquer ses actions, ses opinions, et notamment son pessimisme. Page 9. À mon sens, il avait trop pâti dans sa jeunesse, et il s'était trop replié sur lui-même dans son âge mûr. De plus, il avait commis la faute de se faire amateur, j'entends de se détacher de tout pour se promener partout. On ne vit qu'en s'incorporant à quelque être plus grand que soi-même. Il faut appartenir à une famille, à une société, à une science, à un art. Quand on considère une de ces choses comme plus importante que soi, on participe à sa solidité et à sa force, sinon on vacille, on se lasse et on défaille. Qui goûte de tout se dégoûte de tout. M. Grindorge sentait son mal, mais il se trouvait trop vieux pour y porter remède. À ce sujet, je raconterai une anecdote qui montre sa façon de voir et en outre sa lucidité d'esprit. Un jour, au bout d'une longue conversation philosophique, il me dit, en manière de résumé, Louis XI, à la fin de sa vie, avait une collection de jeunes porcs qu'il faisait habiller en gentilshommes, en bourgeois, en chanoines. On les instruisait à coups de bâton et ils dansaient en cet équipage devant lui. Page 10. La dame inconnue que vous appelez la nature fait de même. Probablement, elle est humoriste. Seulement, quand, à grand renfort d'étrivières, nous avons bien rempli nos rôles et qu'elle a ri largement de nos grimaces, elle nous envoie à la charcuterie et au saloir. Cette façon d'expliquer la vie me parut outrée et, de plus, personnelle. Je repris l'idée que j'énonçais tout à l'heure et je tâchais de l'insinuer, mais en termes fort généraux, sans la moindre application, avec tous les ménagements dont j'étais capable, et tout le respect dont un homme plus jeune se plaît à entourer un homme plus âgé. Il ôta son cigare, réfléchit un instant et me dit de sa voix lente « La conclusion que vous ne tirez pas, c'est que je ferais mieux d'être mort. C'est aussi mon opinion. » Et comme je protestais avec beaucoup de scandale et un peu d'émotion, il sourit
ce qui ne lui arrivait pas 2 fois par mois, et ajouta du même ton, page 11, « Quand vous aurez 55 ans et une maladie de foie, vous verrez que cette opinion-là est le plus confortable oreiller du monde. » Il m'a légué ses ustensiles de café turc et sa provision de cigares. Je suis donc son héritier, et pourtant j'ose me croire sincère, en regrettant tout haut qu'il soit mort. Hippolyte, Taine, ici mis en voix, version brouillonne, on va dire, version brouillonne, mise en voix par Chabrou en 2022. Un petit temps peut-être. Alors voilà, le temps ne fait rien à l'affaire, c'est pas grave. Et en passant, merci à la petite Pauline, merci petite Pauline, qui possède ce même ouvrage dans sa bibliothèque. Merci petite Pauline, de m'avoir, on va dire presque prêté. Tu m'as prêté cet ouvrage, merci Pauline. Je rappelle, Pauline, 1900 également. À bientôt. Là, là.